D'un tempérament fantasque, Zhang Yudan de Zhaoyuan n'était pas un garçon rangé. Il étudiait dans un monastère retiré. À l'époque, le sous-préfet de l'endroit, Sieur Lu, originaire des Trois Han, avait une fille passionnée de chasse. Le jeune homme l'avait rencontrée au hasard de l'une de ses expéditions en terre sauvage et lui avait trouvé grande allure, à califourchon sur un poney noir. Vêtue de brocart et de zibeline, ravissante comme la créature de rêve d'une peinture. Il s'en était retourné, obnubilé par le souvenir du visage resplendissant de la jeune fille, ne songeant plus qu'à son adorable personne. Aussi, lorsqu'il apprit quelque temps plus tard sa mort brutale, en fut-il affecté à vouloir mourir. La maison du sous-préfet était trop éloignée pour y rapatrier la dépouille qui fut déposée au monastère, là où le jeune homme étudiait. Il lui offrait le culte et la vénération que l'on accorde aux divinités, ne manquant jamais de brûler chaque matin de l'encens et d'apporter pour elle des offrandes aux heures des repas, et lui versait des libations sans omettre la vocation suivante. De n'avoir qu'entrevu ton visage me lie indéfiniment à ton âme qui hante mes rêves. Je ne m'attendais pas à ce que ta beauté fût si soudainement frappée par la transformation de toute chose ici-bas. Maintenant que tu es à 2 pas de moi, si proche et si distante, imagine ma désolation. Mais, puisque la mort te délivre des contraintes de la vie, si tu restes consciente au fond des 9 sources, il te faut venir me consoler de mon accablement dans le transport de ta divine ferveur. Ainsi la priait-il nuit et jour. Près de la moitié d'un mois s'était écoulé. Un soir qu'il travaillait à la lueur de la lampe dont il avait tiré la mèche, levant brusquement la tête, il la vit qui se tenait là, souriante, sous la lumière. Se dressant en sursaut, il lui demanda la raison d'un tel honneur. « Sensible à tes sentiments, répondit-elle, je n'ai pu me contenir et ne cherche plus à éviter le déshonneur d'un secret rendez-vous. » Au comble de la joie, il se livra bientôt à des délices partagées. Il ne se passa dès lors plus une seule nuit vaine. Elle le lui avoua. « J'ai toute ma vie trop aimé chevaucher l'arc en main, prenant plaisir à tirer et tuer daims et chevreuils. Le poids de ces péchés est si lourd que, à ma mort, je n'ai trouvé nul refuge. Si tu m'aimes d'un cœur sincère, prends la peine de réciter pour moi le sutra du diamant autant de fois que le canon bouddhique contient de volumes. De réincarnation en réincarnation, jamais je ne t'oublierai. » Le jeune homme suivit respectueusement la consigne. Chaque nuit, il se levait pour psalmodier le sutra devant le cercueil en égrenant un rosaire. Les fêtes de fin d'année approchaient. Il voulait rentrer avec elle dans sa famille. Comme elle s'inquiétait de la faiblesse de ses jambes qui ne sauraient la porter si loin, il proposa de marcher en la prenant dans ses bras. Elle y consentit en riant. Il avait l'impression de porter un bébé qui ne pesait presque rien. Il prit ainsi l'habitude de l'emmener partout, même aux épreuves d'examen, mais il leur fallait voyager de nuit. Sur le point de se rendre au concours triennal de la licence, appelé enclos d'automne, elle le mit en garde. « Tes chances sont trop minces, tu te seras fatigué en vain dans cette course. » Il suivit le conseil et y renonça. 4 ou 5 ans s'étaient écoulés. Au terme de ses fonctions, Lou, son père, était trop pauvre pour envisager le transfert de la dépouille et songeait à l'enterrer sur place. Malheureusement, il ne disposait pas du moindre bout de terrain. Le jeune homme fit de lui-même valoir qu'il possédait un coin de terre aride, près du monastère, et qu'il était disposé à y laisser inhumer la demoiselle Lou. Sieur Lou se réjouit de la proposition. De plus, le jeune homme se dépensait à tel point dans la préparation de l'enterrement qu'il suscita la reconnaissance admirative du père, qui n'avait aucune idée des mobiles de ce bienfaiteur. Lou partit, le couple retrouva son intimité d'antan. Une nuit, versant des larmes grosses comme des pois, elle annonça, penchée contre le giron du jeune homme, « 5 années de bonheur se terminent. Il nous faut nous séparer maintenant.
Maintes réincarnations ne suffiraient pas à m'acquitter de la reconnaissance que je te dois pour toutes les bontés dont tu m'as gratifié. » Au garçon qui l'interrogeait, atterré, elle répondit. « Tes grâces ont pénétré jusqu'au fond des sources obscures. Maintenant que le chiffre de tes invocations est complet, j'ai obtenu de renaître dans la famille du président du ministère des Finances, Loup au Rebeil. Si tu n'as pas oublié ce jour de notre séparation, je te prie de prendre la peine de m'y retrouver dans 15 ans, le 16 de la 8e lune. » « J'ai dépassé la trentaine, objecta-t-il en pleurant. Dans 15 ans, j'aurai un pied dans la tombe. À quoi bon se revoir? Elle se mit à pleurer à son tour. « Je voudrais te témoigner ma reconnaissance en servante esclave. » Puis elle ajouta. « Pourrais-tu m'accompagner si sous cette lit? C'est plein de ronces, et j'aurais du mal à passer avec ma robe longue. » Il la transporta, accrochée à son cou, jusqu'à un carrefour où se pressaient voitures et chevaux. Il y avait 1 ou 2 personnes par monture. Les véhicules convoyaient 3 ou 4 passagers, parfois plus d'une dizaine. Seule une voiture au décor doré et aux tentures rouges brodées n'était occupée que par une vieille femme qui l'interpella. « Tu viens? »« J'arrive, » répondit-elle. Puis elle se tourna vers le jeune homme. « C'en est fini, je pars. N'oublie pas ce que je t'ai dit. » Il acquiesça. Elle s'approchait de l'attelage. La vieille lui tendit la main et la fit monter. La voiture démarra et s'enfuit dans le crissement des roues et le piaffement des chevaux. Lui s'en revint, accablé de tristesse. Il inscrivit sur le mur le jour et l'heure du départ. Convaincu de l'efficacité de l'invocation des sutras, il en poursuivit la récitation plus dévotement que jamais. Une divinité lui apparut en rêve, pour l'en féliciter. « Bel exemple de bonne volonté, mais il te faut aller jusqu'aux mers du Sud. »« Est-ce loin ?»« Tout près, au fond du cœur, territoire d'1 pouce carré. » À son réveil, il en comprit le sens, redoublant de dévotion envers la sapience et multipliant les pratiques de purification. Trois ans plus tard, son fils cadet, Ming, et l'aîné, Zheng, obtenaient successivement des grades élevés au concours mandarinaux. En dépit de l'insigne honneur qui rejaillissait sur lui, le père ne changea en rien sa pieuse conduite. Dans la nuit, il rêva d'un homme en noir qui l'invitait à le suivre et l'emmenait voir, assis dans un palais, un personnage qui avait l'aspect d'un bodhisattva et qui l'accueillit par ces mots. On ne peut que se réjouir de ta vie consacrée au bien, mais il est regrettable que tu ne sois pas employé à la prolonger. Heureusement que j'ai pu obtenir ce que je sollicitais pour toi de l'empereur d'en haut. Il se prosterna jusqu'à terre, frappant le sol du front. On lui ordonna de se relever en lui accordant la faveur de s'asseoir. Puis on lui offrit du thé, qui semblait parfumé à l'orchidée. Ensuite, un garçon reçut l'ordre de le conduire au bain dans un bassin aux eaux si claires que l'on aurait pu y compter les poissons qui nageaient. À peine entré, il en sentit la douce chaleur, enveloppé du parfum des feuilles de lotus. Il avançait peu à peu, puis il pénétra plus profondément dans le bassin et finit par perdre pied au point qu'il s'enfonça jusqu'à ce que l'eau dépasse le sommet du crâne. Réveillé en sursaut, il trouva tout cela étrange. Il se sentit dès lors ragaillardi. Sa vue s'améliorait. Quand il se lissait la barbe, les poils blancs tombaient, puis ce fut le tour des noirs. Les rides de son visage s'estompaient. En quelques mois, il se retrouva avec le menton lisse d'un adolescent de 15 ou 16 ans et l'enjouement d'un jeune garçon. C'étaient ses 2 fils qui devaient se porter à son secours quand il dépassait les bornes assignées à un homme rangé. Peu après, sa femme mourut de vieillesse.
ses enfants souhaitaient qu'il se remariât en s'alliant à quelque grande famille. « Attendez que je sois allé au rebeil, » répondit-il. Quand il eut calculé en repliant les doigts que la date du rendez-vous était tout proche, il ordonna au valet de préparer les chevaux pour se rendre au rebeil, où il découvrit effectivement un certain Loup, président du ministère des Finances. Ce sieur Loup avait engendré auparavant une fille, capable de parler à la naissance. Depuis, elle n'avait fait que croître en beauté et en intelligence, chérie de ses parents qui la tenaient pour ce qu'ils avaient de plus précieux au monde. Aucun des plus beaux partis qui se proposaient ne la tentait. Comme ses parents, intrigués par son attitude, la questionnaient, elle ne cacha rien de l'engagement pris dans sa vie antérieure. Après avoir calculé le nombre des années, ils éclatèrent de rire. « Tu es folle, ma fille. Ce jeune Zhang aurait cette année la moitié d'un siècle. Compte tenu des vicissitudes que nous réservent les affaires humaines, ses os sont peut-être déjà en décomposition. À supposer qu'il soit encore en vie, il doit être édenté et chauve. » Leur fille ne voulait rien entendre. Confrontée à sa volonté inébranlable, ses parents se mirent d'accord pour faire interdire leur porte à qui que ce fût, jusqu'à ce que, la date fatidique passée, un terme fut mis à ce fol espoir. Peu après, le jeune homme se présentait. Refoulé par le portier, il se retira, dépité, à son auberge, ne sachant que faire. Il se mit à errer aux alentours, cherchant quelque moyen de rendre secrètement visite à la jeune fille. Elle pensait qu'il avait trahi son engagement, pleurait et refusait de manger. Sa mère lui répétait que, s'il n'était pas venu, c'était pour la bonne raison qu'il était mort et enterré, qu'en tout cas ce n'était pas elle qui était coupable de n'avoir pas respecté le serment. La fille se taisait, mais restait couchée à longueur de journée. Son père, qui s'en alarmait, songea à voir au moins une fois le prétendant, pour se rendre compte de quel genre d'homme il s'agissait. C'est ainsi qu'il prit prétexte d'une promenade pour le rencontrer dans la campagne déserte. L'apercevant, il eut la surprise de découvrir un jeune homme si fort à son goût qu'à l'issue d'un bref entretien, il l'invita chez lui. À peine l'avait-il introduit que Loup se leva et, s'excusant de le laisser seul assis un moment, se précipita vers les appartements intérieurs pour l'annoncer à sa fille. Ravie, celle-ci se dressa sur son séant de ses propres forces, sans aide, observa le visiteur à la dérobée et lui trouva un aspect qui n'était pas celui de l'homme de 30 ans qu'elle avait connu dans sa vie antérieure. Elle s'en retourna en larmes, reprochant à son père de l'avoir trompée. Il eut beau s'en défendre, sa fille, muette, ne faisait que sangloter. Le père en était si troublé et si abattu qu'il traitait son hôte sans la moindre aménité. Il ne répondit qu'évasivement à sa question « Y a-t-il un président du ministère des Finances parmi les membres de votre honorable clan ?» La tête ailleurs, c'était à peine s'il consentait à lui prêter attention. Se sentant importun, le jeune homme s'excusa et se retira. La jeune fille sanglota plusieurs jours d'affilée avant de mourir. Il la vit en rêve venir à lui. « Est-ce bien toi qui étais venu me voir ? Tu avais tellement changé d'âge et de visage que je ne t'avais pas reconnu. Je suis morte de dépit et de chagrin, mais si tu prends sans tarder la peine de rappeler mon âme au sanctuaire du dieu local, il se pourrait que je revienne à la vie. Le moindre retard pourrait être fatal. » Aussitôt éveillé, il se précipita à la porte des loups pour s'enquérir de ce qui s'était passé. La jeune fille était en effet morte 2 jours auparavant. Bouleversé, il entra jusque dans la chambre la pleurer. Puis il fit part de son rêve au père. Avec son consentement, il partit rappeler son âme, et à son retour, soulevant le linceul,
massa le corps de la défunte, l'appelant et l'invoquant. Peu après, on entendit des borborigmes dans la gorge de la morte. On vit ses lèvres s'entr'ouvrir et expulser un amas de glaire glacée. On la transporta sur le lit où elle recommençait bientôt à gémir, à la grande joie du père qui pria son hôte de sortir et lui fit servir une collation. Un déploiement de questions détaillées sur l'étendue de ses relations lui apprit que le jeune homme était d'une famille considérable, ce qui ne fit qu'ajouter une raison nouvelle à toutes celles qu'il avait de se réjouir. On choisit un jour faste pour conclure la cérémonie du mariage. Zhang s'attarda une quinzaine de jours avant d'emmener la mariée. Le père les accompagna et demeura chez son gendre une demi-année avant de repartir. On aurait cru de jeunes mariés, si bien qu'hormis ceux qui étaient au courant, l'on prenait les fils et les brus pour des beaux-pères et des belles-mères. Sieur Lu décéda l'année suivante. Son plus jeune fils, agressé par des ruffians, perdit presque tous ses biens. Il fut recueilli par le jeune homme et devint membre de la famille.